Salut, bienvenue, c'est Igloo, le Mac de l'habitat, avec Cédric Simonin. Bonjour Eric. Et toujours en pleine forme, Cédric Simonin. Je ne sais pas comment vous faites. Vous avez un secret, je le sais. Parce qu'il y a Stella Gas qui nous rejoint bah aujourd'hui. ça joue, ça joue forcément. Ça joue. Stella, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue dans Igloo, l'émission recommandée par toutes les grandes marques de machines à laver. Vous voyez là aucune allusion à quoi que ce soit. On va parler des Scott aujourd'hui, les fameux Scott. Vous êtes la directrice de la Fédération des Scott. Schéma de cohérence territoriale, c'est beaucoup du chinois pour la plupart d'entre nous, à part pour vous deux, mais on va vulgariser tout ça. Vous allez nous expliquer ce que c'est ces fameux Scott, quoi. C'est ça, Cédric? Oui, alors c'est du chinois. Pourquoi vous avez envie de traiter ce sujet? Parce que c'est du chinois. Et que dans Igloo, on déchinoise tous les concepts. Belle invention, voilà. Déchinoiser. Exactement. Donc le SCOT, c'est un document d'urbanisme qui est très méconnu, mais tellement important dans la hiérarchie des documents d'urbanisme. C'est pour ça que j'ai souhaité les traiter avec Stella Gas aujourd'hui. Pour commencer, pouvez-vous nous donner une définition pour que les gens comprennent à quoi ça sert, ce gros machin? Alors ce gros machin, c'est un document qu'élaborent les élus intercommunaux. Ils se rassemblent à plusieurs intercommunalités ou tout seuls pour définir l'avenir à 20 ans du territoire sur les grandes politiques publiques. L'habitat, la mobilité, les enjeux environnementaux, le changement climatique, c'est eux qui vont définir le cadre qui va s'imposer à tout le monde. Vous êtes pressé parce qu'on a le temps pour l'émission, on peut y aller tranquillement. On est là, on est entre nous. Eric, ça va? Elle est tranquille, elle a été parfaite. Moi j'ai tout compris, c'est pas évident. Ok, donc maintenant qu'on a compris ça, dans l'écosystème des documents d'urbanisme, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il se situe et où est-ce qu'il se situe? Alors en fait, les habitants devraient regarder ces grands documents de la hiérarchie des normes. Il y en a 3 qu'il faut connaître. Un qui est à l'échelle des régions, qui s'appelle le SRADET. En décodé, ça veut dire schéma régional d'aménagement, de développement et d'égalité des territoires. La région, elle va fixer sa vision pour l'avenir du territoire régional. Les élus communaux et intercommunaux, ils ont un document où ils font la même chose, mais à une échelle plus petite du bassin de vie. C'est le schéma de cohérence territoriale. Et donc, ils vont fixer le cadre des grandes politiques. Et donc, ils se situent sous le SRADET, donc sous l'échelle régionale, à l'échelle d'une intercommunalité ou de plusieurs. Et en dessous, pour décliner ce document qui est en fait un document de stratégie, on a d'autres documents qu'on appelle les plans locaux d'urbanisme qui vont servir pour les habitants à déposer un permis ou pour les acteurs, les entreprises. Et ils vont pouvoir savoir, dans le cadre du PLU, ce qu'ils vont pouvoir construire ou pas. Et ces documents PLU doivent être compatibles avec le SCOT, c'est-à-dire rentrer pour permettre de mettre en œuvre la stratégie du SCOT. Bon, c'est déjà plus clair dans la hiérarchie des documents d'urbanisme. Alors maintenant, comment on pourrait hiérarchiser les engagements ou les grandes familles qui composent le SCOT? Alors, depuis la loi Elan, c'est-à-dire depuis 2018, on a demandé aux élus de travailler autour de 3 grands piliers. Un pilier transversal autour de l'économie, où ils vont devoir faire les activités économiques, artisanales, l'aménagement commercial, l'agriculture au sens de l'alimentation et la forêt dans ses dimensions économiques. Ça, c'est un premier pilier. Ensuite, ils doivent répondre aux besoins et aux préoccupations de la population, donc l'habitat, les besoins en équipement, la mobilité. Et ça, c'est le deuxième grand pilier qu'ils ont à traiter. Le troisième, il est en lien avec tous les défis que rencontrent les territoires, transition énergétique, transition écologique, changement climatique. Et un sujet qui est très important, depuis notamment la loi climat-résilience, c'est la gestion économe du foncier et la lutte contre l'artificialisation des territoires. La biodiversité, je crois aussi. La biodiversité qui est dans la transition écologique. Dans la transition écologique. J'aimerais qu'on puisse avoir un exemple de la manière dont l'élu, concrètement, traite un des sujets, et un sujet sur lequel il me semble être le plus difficile à traiter, c'est le changement climatique. Est-ce qu'on peut avoir un exemple concret de la manière dont ça se traduit dans ce document? Alors les élus, ils travaillent sous 2 angles sur le changement climatique. La question de l'atténuation, c'est-à-dire comment on va faire en sorte que les actions qui sont menées dans les territoires n'amplifient pas le phénomène de changement climatique. Et là, du coup, ils vont travailler sur les mobilités, ils vont améliorer les mobilités, ils vont travailler sur la biodiversité que vous évoquiez, ils vont préserver des zones humides pour que la question de la qualité de l'eau, la fraîcheur, etc. reste, le cycle de l'eau soit complet sur le territoire. Et puis, ils vont travailler sur des mesures d'adaptation. Et là, ça veut dire on sait que le changement climatique, il est en route et qu'il va avoir des effets concrets dans notre vie de tous les jours sur plusieurs champs. Par exemple, l'évolution des risques. On va avoir plus d'inondations, plus de phénomènes météorologiques un peu importants. Par exemple, des incendies. Il y a 40% des communes en France qui vont être sujettes à beaucoup plus d'incendies. Et donc, nos élus, ils travaillent sur des grandes orientations de politique publique pour limiter ces effets.
Ils vont également travailler sur la ressource en eau, par exemple, et ils vont adapter le nombre d'habitants qu'ils vont pouvoir accueillir dans un territoire au potentiel d'eau qu'il leur restera avec les effets du changement climatique. Ils vont aussi travailler sur la capacité de l'agriculture à mobiliser de l'eau pour ces pratiques, ou au changement d'essence, ou au changement de pratiques agricoles liées à ce changement climatique. Est-ce qu'il y a un exemple concret? Donc maintenant on comprend vraiment les enjeux, mais que vous avez eu l'occasion de voir, de traiter, d'accompagner? Oui, alors on a par exemple un territoire pas très loin d'ici, dans les Vosges, où les élus, par exemple, ont mis en place une stratégie d'autonomie énergétique. Et donc leur enjeu, c'était de faire en sorte qu'à la fois économiquement, il y ait des retombées pour le territoire sur l'économie, mais que ça permette de lutter et d'atténuer le changement climatique. Donc ils ont mis plusieurs actions en place. Ils ont souhaité développer toutes les énergies renouvelables. Et donc ils ont, par exemple, c'est un des territoires les plus avancés sur la proportion d'énergie renouvelable. Ils ont développé de la méthanisation, de l'hydroélectricité, du photovoltaïque. Ils ont mis pour les habitants en place, ils ont une stratégie de mise en place de bornes électriques, par exemple, très avancée. Et puis ils ont travaillé sur l'habitat, sur plein d'actions pour travailler sur la précarité énergétique et du coup l'utilisation d'énergie par les habitants dans leur logement. Et donc ils se sont fixés des objectifs et puis ils récupèrent les certificats d'énergie. C'est une manière de récupérer de l'argent quand on fait des efforts sur l'énergie et ils réinjectent cet argent pour la politique de l'habitat au service des habitants. Ça veut dire qu'il y a une notion de prospective qui est assez importante au niveau des Scots. J'ai une question subsidiaire qui me vient à l'esprit. Vous qui les accompagnez, si je ne dis pas de bêtises, sur quels documents vous vous basez pour leur dire, voilà, les grandes orientations sur les... Parce que là, on parle de 10, 15, 20 ou 30 prochaines années, ce qui est de loin pas évident avec l'évolution des enjeux du climat tel qu'on le connaît depuis 15-20 ans. Sur quoi vous vous appuyez pour leur donner ces grandes orientations? Alors déjà, la France, elle doit répondre à des objectifs européens. Donc, et vous voyez bien la conférence du GIEC qui travaille sur le climat. Ils essayent d'éclairer la vie des élus pour leur donner des grandes directions de travail. Donc nous, déjà, nos élus, ils doivent décliner les objectifs nationaux, donc de l'État, du gouvernement, et les objectifs régionaux et les adapter à la réalité de leur territoire pour répondre à ces grands objectifs. Donc déjà, ils ont une feuille de route liée aux autres échelles de travail. Et puis, évidemment, ils connaissent très bien leur territoire. Donc, c'est pas facile de prévoir l'avenir à 20 ans. Mais en fait, nous, on prépare des études, on essaie de leur objectiver les situations. Et donc, ils discutent ensemble d'un scénario d'action pour adapter leur territoire à l'avenir. Donc, ils connaissent les projections démographiques, ils voient un peu l'état environnemental de leur territoire, ils savent où est-ce qu'ils doivent progresser. Et sur le changement climatique, on essaye de leur rendre concret sur le terrain ce que veut dire ce changement climatique pour demain. Bah parfait, j'ai une autre question, moi. On sent que c'est très organisé, évidemment, sinon on ferait un peu n'importe quoi. Est-ce qu'un modèle comme celui des Scots existe ailleurs en Europe ou dans le monde ? Alors, nos voisins allemands, ils ont des schémas comme les nôtres. Ils ne s'appellent pas Scott, mais effectivement, ils ont des documents. D'ailleurs, pour le Scott de Strasbourg, quand il a été élaboré la première fois, il y a eu un travail de coopération avec nos amis allemands pour discuter de ce schéma. Et effectivement, partout, il y a des documents de planification en Europe, enfin dans beaucoup de pays. Et on est un peu un modèle ou pas du tout en France? Alors un modèle, nous on a une approche très régalienne de l'aménagement. Par contre là où on est peut-être un peu innovant, c'est qu'on a une belle couverture. On a quasiment 84% du territoire national qui est couvert par ces documents. Ça veut dire que les élus, ils ont fait l'effort dans les territoires d'essayer de construire des stratégies de long terme pour préparer l'avenir. Et ça, c'est quand même remarquable. Et c'est magnifique d'en avoir parlé aujourd'hui dans Igloo, le Mac de l'habitat. Merci Cédric Simenin. Merci Eric. Merci Stella Agasse. L'émission est à retrouver en podcast sur la chaîne YouTube de Igloo. Sur Igloo en air, c'est sur Facebook, bien sûr sur topmusic.fr. Chaque émission depuis le début, c'est la 4e saison maintenant. Merci Stella, vous revenez quand vous voulez.